Le 21 décembre 2012, l'apocalypse devait engloutir la Terre. Absolument tous les indicateurs étaient au vert et le calendrier Maya arrivait à son terme dans ce qui devait annoncer la fin d'un monde et le début d'un nouveau. Bon, finalement, en 2012, il ne s'est pas passé grand-chose, mais depuis cette divine année, le spectre de l'apocalypse a cessé de poindre le bout de son nez. Mais voilà qu'en 2025, il renaît dans les rues de New York au détour de victoires, qu'elles soient au Garden ou sur la route. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces rues si les Knicks vont jusqu'au bout de cette aventure, mais ça faisait bien longtemps que l'apocalypse n'avait pas été aussi proche. Alors, peut-être que nous aurons la réponse à cette question dans un peu plus d'un mois, mais avant ça, le prochain défi des New-Yorkais se passera dans l'Indiana et rien ne dit qu'ils seront capables de le surmonter. Mesdames, messieurs, bienvenue dans la finale de la conférence Est. I mean, listen, KD, don't you regret not coming to the Knicks? Don't you regret not coming to the Knicks? Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on y est dans cette finale de la conférence Est et je dois bien avouer que pour le coup, j'avais pas du tout anticipé qu'on partirait sur cette finale de la conférence Est. D'ailleurs, je crois que ça fait quand même bien longtemps qu'on n'a pas eu deux upsets dans une demi-finale de conférence, puisqu'on a vu les Knicks éliminer Boston, quand bien même il y a eu la blessure de Jason Tatum, ils étaient quasiment à 3-1 au moment où Tatum s'est blessé, donc on a presque envie de dire à la régulière. Et on a vu les Pacers éliminer les Cavs dans une série tellement proche en fait de ce que les Cavs nous ont habitués. Alors certes, pour le coup, il y avait beaucoup de blessures, mais on a eu la sensation durant l'ensemble de cette série qu'Indiana était quand même finalement assez supérieur à ce que pouvait prouver Cleveland. Et donc on en arrive à cette finale de conférence qui est, je ne sais pas si elle est inédite, j'ai pas regardé juste avant si on a déjà eu le droit à un Indiana Knicks en finale. Par contre, c'est deux équipes qui ont des rivalités historiques, hein. Notamment, on se rappelle la rivalité entre Reggie Miller et Spike Lee, puisque les Knicks à cette époque ne devaient pas être en capacité de proposer un némésis à Reggie Miller suffisamment satisfaisant pour qu'on le retienne. En tout cas, voilà deux équipes qui se retrouvent en finale de conférence. Et pour cette preview, je vais être seul. On est encore un peu coincé par le calendrier de la NBA. Et donc, je vais vous proposer cette preview un peu en tête-à-tête avec vous. L'idée, c'est de se dire, comme on l'avait fait les dernières fois, et ça avait super bien marché, ça vous avait bien plu. Donc, c'est aussi ça qui nous pousse à vous le reproposer. Mais l'idée, c'est de se dire que vous puissiez compléter les différents points que je vais vous nommer pour préparer cette finale de conférence. Donc surtout, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires dans la section commentaires justement sur YouTube et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous pour qu'on puisse terminer la préparation de cette preview ensemble. Et moi, en réalité, je suis quand même assez hypé parce que ces deux équipes que j'adore regarder jouer et je pense qu'on est quand même au-devant d'une très belle série. Qu'en plus, on a la chance d'avoir deux publics qui font partie des meilleurs publics de la NBA. Moi, je trouve qu'à Indiana, il y a toujours une très très chouette ambiance pour le coup et je pense que ça sera assez sympa. Et du côté des Knicks, là, je vous refais pas le dessin, mais on est sur un truc qui parfois même peut devenir un petit peu lunaire et ça devrait être pour le coup assez sympa. Ce que je vous propose, c'est que pour qu'on fasse le déroulé de cette preview, qu'on reprenne un peu le plan qu'on a l'habitude de prendre. Dans un premier temps, on va revenir sur les séries antérieures des deux équipes et notamment sur les apprentissages qu'on peut avoir de leur run de playoff jusqu'alors, puisque pour le coup, on a pu apprendre pas mal de choses quand même sur ces deux équipes dans ce run de playoff. Ensuite, on rentrera dans la match-up et dans les éléments que j'ai envie de voir dans cette match-up. Et pour le coup, il y en a quand même pas mal parce que c'est quand même une opposition de style. On le disait pour la finale de la conférence Ouest, c'est un peu pareil pour la finale de la conférence Est. On repart sur des oppositions de style. Pour le coup, pas du tout. C'est pas vrai du tout parce que la conférence Ouest, c'est pas du tout une opposition de style, c'était tout l'inverse. Pardon, là pour le coup, on repart sur une opposition de style
entre Indiana et les Knicks, et c'est toujours hyper intéressant les oppositions de style. Et donc c'est souvent une question de qui arrivera le mieux à imposer son jeu. On terminera évidemment avec un prono qui je vois l'emporter entre ces deux équipes, et je serais surtout curieux d'avoir le vôtre dans la section commentaires. Donc je vous propose qu'on démarre cette preview avec le petit coup d'œil dans le rétro pour essayer de voir ce qu'on a pu apprendre des séries précédentes pour le coup. Et si on commençait, je pense qu'on va commencer par les Knicks. On va commencer par les New York Knicks qui ont donc fait la grosse perf quand même. En réalité, je trouve que Indiana évidemment fait une très grosse performance en sortant les Cavs, mais j'ai quand même eu la sensation que la grosse perf était venue des Knicks qui ont battu Boston, parce que Boston semblait quand même structurellement vraiment meilleur que New York. D'ailleurs, les 2 premiers matchs, Boston avait quand même nettement l'avantage avant que les Knicks arrivent à tout renverser pour le coup. Et c'est vrai qu'on sort, je trouve, de ces séries avec la sensation que les Knicks ont frappé vraiment un grand coup et se sont montrés des choses à eux-mêmes. Et donc, voilà. Donc du coup, je vous propose qu'on démarre par les New-Yorkais et par les différents éléments qu'on a pu apprendre de leur série, eux qui sortaient déjà au premier tour d'un affrontement assez physique à minima contre les Detroit Pistons. Mais alors, qu'a-t-on pu apprendre de cette demi-finale contre les Boston Celtics ? Je pense que le premier point qui est à noter, et je crois que c'est un changement absolument majeur par rapport à l'année dernière, c'est à quel point New York a réussi à constituer une équipe qui, offensivement, peut apporter du danger d'un peu partout. Alors, je reviendrai dans un second temps sur le cas de Jalen Brunson, parce que je pense qu'il mérite en soi un élément dans le détail, parce que j'ai l'impression que Jalen Brunson nous apprend des choses en fait sur la NBA moderne, et je vais y revenir dans le détail. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de cette attaque de Thibodeau. L'été dernier, quand Karl Anthony Towns est arrivé, on s'est dit que les Knicks s'orientaient vers un système plus offensif déjà, et surtout un système moins dépendant de Jalen Brunson. On pensait que avec l'arrivée d'Anthony Towns, en fait, les Knicks allaient pouvoir écarter le terrain au maximum, proposer même du 5-out, et finalement réussir à imposer beaucoup plus de spacing, un peu comme on pouvait le voir côté Boston, un peu comme on peut le voir côté OKC, et du coup scorer à répétition. Ce qu'on a vu dans cette série contre Boston, c'est qu'en fait les Knicks sont capables de scorer de manière beaucoup moins unidimensionnelle que l'année dernière, même quand ils ne sont pas en 5-out en fait. Et je trouve que cet élément est assez important et il a trait à deux choses. Il est attrait à Tom Thibodeau, qui je trouve a vraiment étoffé son playbook. Je vous invite à aller regarder son match 6 et regarder un peu dans le détail le match 6 contre Boston, mais il y a une vraie ouverture de son playbook pour pouvoir créer des opportunités pour Bridges, pour Anunoby, et puis pour l'ensemble du roster, pour Towns aussi dans d'autres situations. Et on l'avait déjà vu contre Détroit, rappelez-vous, on vous avait fait avec Ben un débrief du match 3 de mémoire, et le match 3 a été vraiment une masterclass de coaching de la part de Thibodeau, pour justement créer du danger un peu partout. Le deuxième élément, c'est forcément le roster qui a quand même vachement bougé par rapport à l'année dernière. Et pour le coup, j'ai la sensation que New York a vraiment eu un gap là-dessus cette saison. Sur le côté coaching, je pense qu'il y a un élément qui est important de noter, c'est que Thibodeau fait quelque chose que peu de coachs font pour l'instant, c'est qu'il mobilise beaucoup Towns et Brunson dans des pauses d'écran. C'est-à-dire que là où la plupart des coachs vont utiliser leur star balle en main pour aller scorer, ce que Thibodeau arrive à faire par séquence, et je trouve vraiment intéressant, j'aimerais presque le voir plus, mais on le voit quand même par séquence, c'est d'utiliser Towns et Brunson comme des leurres en fait. Notamment Jalen Brunson, qui va beaucoup être mobilisé, enfin qui est régulièrement, beaucoup, faut pas non plus abuser, mais qui est régulièrement mobilisé sur de la pause de pique, et ce qui en fait permet de profiter un peu de la gravité de Brunson. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si Brunson va mettre un pick à Michael Bridges, forcément, les deux défenseurs qui sont impliqués là-dedans, ils pensent que le danger vient de Jalen Brunson. Pensant que le danger vient de Jalen Brunson, ça donne un temps d'avance en fait à Michael Bridges.
et ce qui lui permet d'en profiter par ailleurs. Il y a vraiment une intention, je trouve, sur certaines séquences de la part de Thibodeau, d'aller mobiliser ces deux joueurs-là comme un leurre, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Le deuxième point, je vous l'ai dit, il est aussi lié aux qualités individuelles des joueurs. Dans cette série, les Knicks ont quand même eu 5 joueurs à plus de 14 points, c'est quand même assez remarquable pour le coup. Celui qui en a moins scoré, c'est OG Anunoby avec 14,2 points, et le plus haut, c'est effectivement Jalen Brunson. Et je trouve qu'ils ont vraiment un personnel qui permet de faire varier l'attaque. Towns, on l'a vu dans cette série contre Boston, on l'avait beaucoup vu en poste 5 durant toute la saison. Là, dans cette série contre Boston, les Knicks ont eu vraiment besoin de jouer le jeu des possessions, on reviendra rapidement dessus après, mais ça a donné beaucoup de séquences avec Mitchell Robinson en poste 5. Et en fait, on s'est rappelé de la polyvalence de Karl Anthony Towns et d'à quel point il peut être un très bon poste 4. Et en fait, moi, c'est vrai que j'aime bien quand Towns joue 5, mais je trouve que le compromis défense-attaque, il est trop contraignant. Et je trouve que la vraie qualité de Towns, c'est sa large panel offensif, c'est son large panel offensif qui lui permet, pour le coup, de jouer aussi bien comme poste 5 comme poste 4. Et notamment quand il joue poste 4, je trouve qu'il y a un truc avec lui qui fait qu'il a tout le temps l'avantage. Il a tout le temps l'avantage parce que s'il est face à un mec plus lourd, ce qui est assez rare en poste 4 pour le coup, il va avoir le shoot qui lui permet d'écarter. Et pour le coup, c'est vrai qu'il a peu mobilisé son tir dans ses playoffs jusque-là. Il est peu adroit pour l'instant sur le tir. Mais malgré tout, les défenses le respectent énormément. Il tourne à 15% contre Boston à 3 points. Il fait 3 sur 19. C'est assez court, évidemment. Mais ça n'empêche pas de faire en sorte que les défenses le respectent. Le deuxième nom que je trouve très intéressant avec Towns, c'est sa capacité à alterner entre du face-up et du post-up. Le face-up, on rappelle, c'est je prends la balle, je me mets face à mon défenseur et je l'attaque. C'est particulièrement intéressant pour Towns quand il est face à des défenseurs qui sont plus lourds que lui. Pourquoi ? Parce que s'ils sont plus lourds que lui, il va avoir du mal à les enfoncer. Mais par contre, il peut les attaquer par la vitesse. Il est quand même puissant et par l'épaule, passer un peu l'épaule, mettre un coup d'épaule et finir. C'est notamment ce qu'il a très bien fait dans la série contre Boston contre Al Horford. Al Horford, c'est toujours un match-up compliqué pour les intérieurs. Et là, il s'est retrouvé face à un intérieur qui lui proposait vraiment une capacité à face-up qui était gênante pour lui. Et donc du coup, c'est vrai que quand il arrive à enchaîner un peu ses sessions en face-up, généralement ce que font les défenses, c'est qu'elles vont mettre un défenseur plus petit qui va avoir la capacité à, pour le coup, bloquer son dribble. On a vu quelques séquences avec Joe Holiday qui était sur Karl Anthony Towns, notamment dans cette série. Et là, c'est vrai que Towns, il a un autre atout. C'est sa technique post-bas, pour le coup. Sa technique en post-up. Il a une incroyable capacité à scorer sur le post-up. Et du coup, c'est vrai qu'il offre un compromis qui est quand même assez difficile à gérer pour les défenses. Et forcément, c'est un apport de scoring qui est vraiment intéressant. Il tourne à 20 points de moyenne dans la série contre Boston et avec un vrai impact. Ensuite, ils ont rajouté deux joueurs, on va dire durant l'été, même si Anunoby arrivait un peu avant, qui pour moi présentent des qualités qui sont différentes, mais vraiment intéressantes. Anunoby, en fait, ce qu'on a vu contre Détroit, c'était qu'il était capable d'être un scoreur un peu autonome. En fait, Anunoby, on n'y pense pas tant que ça, mais il est vraiment capable de jouer des pics s'il a un mismatch, de scorer à mi-distance, il a un bon tir à mi-distance, mais aussi de s'effacer par moment pour être plutôt un spot-up shooter, donc un tireur de tir à l'arrêt et dans le corner. Alors moi, je trouve que pour l'instant, il est insuffisamment utilisé. J'ai trouvé contre Boston que son utilisation était trop inégale. Et c'est là où on voit que les Knicks sont encore un peu en construction pour le coup et que c'est pas totalement mature. Parce qu'on voit des matchs où il va être beaucoup mobilisé sur la création sur le pic et d'autres où c'est pas du tout le cas. Et pour le coup, il avait été presque plus à l'aise contre Détroit. Mais en revanche, le joueur qui avait été en difficulté contre Détroit et que moi j'ai trouvé vraiment bon pour le coup contre les Celtics, c'est Michael Bridges qui a eu quelques pointes. Il fait 2 matchs à plus de 20 points. Et ce que je trouve intéressant avec Bridges, c'est qu'il est capable de scorer sur des pin-down, donc on va dire des sorties d'écran qui viennent de la ligne de fond, tout autant qu'il est capable de scorer en bout de chaîne. Et en fait, si je vous présente l'ensemble de ces atouts qu'ont les 3 comparses de Jalen Brunson, c'est pour vous montrer en fait la large palette
que Thibodeau a à disposition. Et ensuite, c'est à lui d'aller piocher un peu là-dedans pour varier. Mais ce n'était pas une évidence, en réalité, qu'il le fasse. Et moi, je trouve qu'il le fait plutôt de manière intéressante, pour le coup, et qu'il essaye de varier et qu'il essaye de profiter de l'ensemble des qualités qu'on voit de ces 3 joueurs-là. Le 5e joueur de ce 5 majeur, c'est Josh Hart. Et ce qui est intéressant avec Josh Hart, et on l'a très bien vu contre Boston, notamment dans les séquences où il fallait cibler Porzingis, donc cibler un intérieur qui manque de mobilité, c'est qu'en fait, Josh Hart, il est plutôt assez bon sur le short roll. Il est assez bon sur le short roll, donc en gros, sur le short roll, c'est si Brunson prend un pick qui va être doublé, et bien en fait, Brunson va trouver tout de suite Josh Hart qui va être au niveau des lancers francs. Et comme Josh Hart, à la fois, il n'a pas un mauvais flotteur, il est capable de finir au contact, et il a aussi un bon playmaking, et bien pour le coup, c'est encore une arme supplémentaire qui se met à la disposition de Thibodeau et de Jalen Brunson. Et j'ai trouvé contre Boston que ça, pour le coup, c'était un élément assez intéressant d'une attaque qui a plutôt pas trop mal fonctionné, parce que si on prend les attaques sur l'ensemble de ces playoffs, elles sont quand même plutôt mauvaises. Les Knicks ont eu un offensive rating de 113 durant cette série, et sur l'échelle de ces playoffs, en fait, c'est plutôt un bon offensive rating. On a eu du mal à voir des équipes qui en fait fonctionnaient aussi bien, ou en tout cas qui étaient à peu près fonctionnelles sur la partie offensive. Donc pour le coup, ça marche plutôt bien, et on a vu contre Boston qu'ils étaient capables de le sortir même contre une très grosse équipe. Donc probablement qu'il faut s'attendre à le voir encore plus contre les Pacers. Mais l'autre élément essentiel, et c'est mon deuxième point, l'autre élément essentiel qu'on voit côté Knicks, c'est leur principal joueur. Et bah oui, si on parle des Knicks, à un moment donné, il faut quand même parler de Jalen Brunson. Il faut parler de Jalen Brunson, pourquoi ? Parce que on en parlait avec Jérémy hier dans la preview qu'on vous a fait de la conférence Ouest, mais c'est vrai qu'on a un peu la sensation que les défenses se sont tellement modernisées dans la capacité à bloquer l'accès à la raquette et à bloquer le 3 points que c'est devenu finalement très compliqué pour les joueurs de réussir à ne pas avoir de match sans. Et on vous a dit, il y en a un malgré tout qui a jamais de match sans. Il y en a un qui a jamais de match sans, et c'est Jalen Brunson. Et c'est vrai que Jalen Brunson, il continue de montrer, comme il avait fait l'année dernière, qu'il a un côté un peu implacable pour le coup. Lui, il a réussi à atteindre cette espèce d'ultra instinct qui le rend implacable, et je trouve intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. D'ailleurs, je pense qu'on peut dire que Jalen Brunson, pour l'instant, moi, ça ne me choque pas de dire que c'est le meilleur joueur des playoffs. Je pense que quand on prend les 4 équipes restantes, il n'y a pas de joueur qui fait des meilleurs playoffs que Jalen Brunson, parce que à la fois, il est capable d'apporter un danger constant et qu'il est très très bon sur les fins de match. Mais quand j'essaye de comprendre pourquoi Jalen Brunson est aussi fort, j'ai eu cette semaine l'écoute d'un podcast qui m'a un peu mis sur la piste. Vous savez, l'année dernière, LeBron James et JJ Redick avaient lancé un podcast. Alors là, normalement, c'est le moment où je dois recevoir un message de Ben qui va me dire « J'ai écouté le podcast et Benji, il a tenu 15 minutes avant de parler de LeBron James. » Mais je vais plutôt parler de Steve Nash en l'occurrence. Cette année, ce podcast, il le fait avec Steve Nash. Il est d'ailleurs vraiment moins intéressant qu'il ne l'était l'année dernière. Mais ils ont eu une discussion que j'ai trouvée intéressante. Et en fait, Steve Nash, ce qu'il expliquait, c'est que les fans NBA ont tendance à penser que la NBA a supprimé le mi-distance. Qu'en fait, aujourd'hui, tout se passe dans la raquette et à 3 points, et donc que le mi-distance n'a plus de valeur. Et ce que dit Steve Nash, c'est que, effectivement, collectivement, c'est un peu une réalité. On a essayé de faire disparaître le mi-distance. Mais la réalité, c'est qu'en fait, selon lui, le mi-distance n'a jamais eu autant d'importance pour les superstars. Pourquoi ? Parce que, en fait, ils sont extrêmement ciblés par les défenses, et en fait, les défenses les ciblent toujours sur 2 choses. Elles les ciblent sur leur capacité à attaquer le cercle, et elles les ciblent sur la ligne à 3 points. La ligne à 3 points, c'est autant leur pull-up à 3 points, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de joueurs se faire trapper sur les écrans, que sur leur playmaking pour aller chercher du 3 points, où on essaye d'avoir des couvertures rapides pour éviter qu'il y ait du 3 points. Tant et si bien que dans la méta actuelle du jeu NBA, ces 2 aspects-là que cherchent énormément les attaques, et ben les défenses n'y ont jamais été autant préparées. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle on voit des playoffs jusqu'à présent où les défenses prennent vraiment le pas. Elles prennent très très nettement le pas parce que on arrive à un point où la méta défensive a vraiment contreplaqué la méta offensive,
Et donc, elle est en train de prendre la main. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ce sera de voir si du coup, il y a une bascule. On a peut-être commencé à la voir un peu cette saison avec le retour des doubles intérieurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais donc, ce que dit Steve Nash, c'est que pour les superstars, le mi-distance n'a jamais été aussi important parce que c'est le seul endroit où ils ne sont pas ciblés. Et donc, c'est le seul endroit sur le terrain où ils peuvent opérer. Et donc, si vous êtes fort à mi-distance, vous allez avoir, pour le coup, de l'espace pour opérer. Et là-dessus, Jalen Brunson, il est la parfaite illustration de ce qu'explique Steve Nash. Parce que c'est exactement ce qu'on voit avec Jalen Brunson, c'est que sa capacité à aller chercher des mi-distances appuie sur ce que les défenses aujourd'hui font mal. C'est la défense du mi-distance. Elles le font mal parce qu'elles sont prêtes à accepter cet élément-là. Le seul problème, c'est que Jalen Brunson, il est tellement efficace à mi-distance que c'est rentable. Et je trouve que c'est pas simplement qu'il est très efficace à mi-distance, c'est pas simplement qu'il est très efficace au global. Moi, ce que j'aime bien avec Jalen Brunson, et on l'a vu encore dans cette série, c'est la complémentarité qu'il a avec Tom Thibodeau. Et là, je trouve vraiment, Thibodeau a toujours été un très bon coach pour amener ses meneurs de jeu dans des bonnes situations de scoring. Mais là, on recommence vraiment à voir quelque chose de très intéressant. Et pour le coup, contre Boston, on l'a vu. On l'a vu parce que Mazzulla, il a essayé beaucoup de choses pour limiter Jalen Brunson, notamment en s'appuyant sur Jrue Holiday. En fait, Jrue Holiday, il était plutôt à l'aise face à Jalen Brunson en homme à homme. Et dès que on essayait de vraiment faire fuir Jrue Holiday avec des doubles écrans, Mazzulla essayait sans arrêt de mettre Jrue Holiday sur le défenseur du deuxième écran pour qu'il puisse switcher sur Jalen Brunson. Et ça, c'est ce qu'on a vu sur la première partie de la série. Et sur la deuxième partie de la série, j'ai trouvé que Thibodeau avait toujours un temps d'avance sur Mazzulla pour justement mettre Jalen Brunson dans ces situations-là. Et c'est-à-dire que là où dans la première partie de la série, les différents changements d'opposition qu'opérait Mazzulla pour faire en sorte que Jrue Holiday soit toujours sur Jalen Brunson, ça a shifté et Thibodeau avait toujours un temps d'avance. Et vous avez par exemple un moment assez marquant dans la fin du deuxième quart-temps du match 6 où Tom Thibodeau appelle un double écran pour Jalen Brunson qui lui permet d'aller au cercle. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, c'est le reverse layup que fait Jalen Brunson, ce qui lui permet de s'échapper de Jrue Holiday. Et action d'après, Jrue Holiday fait ce qu'il fait depuis le début de la série, c'est-à-dire qu'il se met sur le deuxième porteur d'écran ou sur un porteur d'écran pour être sur Jalen Brunson. Et là, pour le coup, adaptation de Thibodeau, on ne rerun pas l'action précédente, alors que souvent en NBA, quand on réussit une action ou un système, on le répète. Et là, ils ne le répètent pas, et je crois qu'ils partent sur une isolation. Et en fait, ils étaient un peu paumés, et à partir de ce moment-là, Mazzulla n'a jamais réussi en fait, à remettre vraiment Jrue Holiday sur Jalen Brunson. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a vu dans la série contre Boston, c'est la capacité aussi qu'a Tom Thibodeau à adapter son système offensif pour justement faire en sorte que Jalen Brunson ait toujours la meilleure opposition. Et c'est vrai que ça a plutôt bien fonctionné parce que Jalen Brunson conclut vraiment bien sa série pour le coup et qu'il a été assez dominant. Le dernier point, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est en lien avec les choix de rotation intérieure de Tom Thibodeau, mais on a retrouvé une force des Knicks qu'on avait vue l'année dernière. Alors, rappelez-vous, la saison dernière, ce qui était notable avec les New-Yorkais, c'est que c'était les rois de la bataille des possessions. C'est les rois de la bataille des possessions, et c'est une équipe qui essaye d'imposer un style défensif assez hargneux, une attaque demi-terrain qui n'est pas toujours la meilleure, mais ils partent du principe que comme ils vont gagner la bataille des possessions, ils seront gagnants à ce jeu-là. Et c'est vrai qu'on a retrouvé cette dimension-là contre Boston. Ça s'explique par deux choses. La première, c'est un peu intrinsèque avec le jeu de Jalen Brunson et le jeu des Knicks. C'est comme ils ont un jeu avec très très peu de prise de risque dans le jeu de passe, et ils génèrent peu de pertes de balles. Donc ça, c'est un élément quand même hyper important pour gagner la bataille des possessions, de perdre peu de ballons. Et le deuxième élément, c'est qu'ils ont ressorti leur petite arme secrète, c'est Mitchell Robinson en poste 5, qui pour le coup est un énorme valeur de rebond offensif. Et on l'a vu dans cette série-là, à chaque fois que Mitchell Robinson était sur le terrain, les Knicks remportaient assez nettement la bataille du rebond, la bataille des secondes chances, et se retrouvaient dans une très bonne disposition. Mitchell Robinson, il prend dans la série contre Boston 20% des rebonds offensifs,
des rebonds qui traînent sur la partie offensive du terrain quand il est sur le terrain. Donc pour un tiers manqué sur 5, Mitchell Robinson prenait le rebond offensif. Et donc forcément ça a très bien marché. Et on les a même vus avoir envie de pousser encore un peu plus loin le vice en mettant Achiuwa par moment. Même dans le match 6, je crois qu'on voit Achiuwa un tout petit peu avec Mitchell Robinson. En tout cas, on a retrouvé cet élément-là chez Thibodeau qu'il avait un peu abandonné durant la saison. C'était l'élément de la bataille des possessions. Et donc certainement que c'est quelque chose qu'il va essayer de faire valoir dans la suite de ses playoffs. Donc voilà pour les Knicks. 3 points à retenir dans la série contre Boston et sur leur run. Le premier, vraiment, c'est une attaque qui a commencé à se diversifier avec la possibilité d'apporter du danger un peu de partout. La deuxième, c'est que Jalen Brunson est peut-être le meilleur joueur de ses playoffs et il est vraiment dur à éviter. Et la dernière, c'est le retour de la bataille des positions qu'on avait un peu perdu côté Knicks, mais qu'on revoit de nouveau être assez efficace. Côté Pacers maintenant. Côté Pacers, alors là, il faut quand même tirer son chapeau aux Pacers qui, je crois, sauf erreur de ma part, doit avoir le meilleur offensive rating des demi-finales de conférence. Ils sont à 117 d'offensive rating. Je crois que c'est eux qui ont le meilleur score. Pour le coup, Indiana, c'est une équipe assez différente parce que eux, ils ne jouent pas tant la bataille des possessions. Eux, ils jouent très très bien l'efficacité des possessions. C'est une équipe qui attaque excellemment, j'arrive même pas à le dire, vous l'avez compris, de manière excellente. Et on l'a vu contre les Cavs, c'est la meilleure attaque de la ligue. Et je trouve que ce qui est intéressant, quand on regarde ces Pacers, c'est de voir comment s'est construite cette attaque élite depuis 2 ans maintenant. En fait, si vous regardez, il y a 2 ans, on a eu un peu l'explosion de l'attaque des Pacers, avec notamment un joueur qui était hyper important là-dedans, c'était Tyrese Haliburton. Rappelez-vous, Tyrese Haliburton, quand il explose, ce qui le fait exploser, c'est notamment une chose, c'est son adresse sur le pull-up à 3 points. En fait, il a eu une phase de 8-9 mois où il a été excessivement adroit sur le pull-up à 3 points. Et lui, qui pour le coup n'avait pas un premier pas de dingue, n'avait pas une capacité à finir au cercle de dingue, mais par contre un passing absolument fou, le fait qu'il mette ses pull-ups faisait que la défense, au bout d'un moment, s'est mise à énormément monter sur lui et ça ouvrait son passing. Tant et si bien que Indiana, dans cette situation-là, était une très bonne attaque, pour le coup, mais était une attaque totalement dépendante de Tyrese Haliburton. Ils ont opéré un changement important. C'est l'année dernière, ils ont fait 2 choses, ils ont changé leur 5. Et je pense qu'ils ont vraiment changé leur 5 pour que justement, ils puissent être moins dépendants de Tyrese Haliburton. Et rappelez-vous ce qu'ils ont fait, pour le coup, ils ont recruté Pascal Siakam, mais pas que. Ils ont recruté Pascal Siakam et ils ont enlevé Bud Hield, qui était le poste 2, pour le remplacer par Andrew Nembhard. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent dans une configuration où leur système offensif est donc non plus dépendant de Tyrese Haliburton, mais réparti entre l'attaque de Tyrese Haliburton, la création de Tyrese Haliburton et le danger qui peut venir un peu de partout, et notamment des 2 autres porteurs de balles importants, Andrew Nembhard et Siakam. Le problème qu'ils ont eu pendant un petit moment, c'est que malheureusement, Haliburton ne trouvait plus son rythme dans cette équipe. Haliburton n'arrivait plus à trouver son rythme et pour le coup, ils étaient un peu pénalisés par ça. Et ce qu'on a vu depuis le début de ces playoffs, mais ce qu'on avait vu en fait depuis 3-4 mois, c'est qu'Haliburton, il a retrouvé son meilleur niveau en fait. Il a retrouvé son meilleur niveau, ça se traduit comment ? Ça se traduit par de l'adresse sur son pull-up, qui pour le coup est redevenu efficace. Et ça se traduit aussi par, moi je trouve, et là ça s'est vraiment vu contre les Cavs, par un premier pas que je n'ai jamais vu chez Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton est devenu un espèce de pétard ambulant qui a un premier pas de dingue, et ce qui, dans l'attaque des Pacers, est extrêmement important, puisque vous le savez, c'est une équipe qui joue beaucoup de drive and kick. Et donc, le projet initial qu'a voulu construire les Pacers sur cette attaque, j'ai l'impression, on l'a très bien vu contre les Cavs, qui était une défense extraordinaire, il atteint une forme de maturité, avec l'ensemble des éléments qu'ils ont posés depuis quelques temps,
qui sont fonctionnels, et ben pour le coup, au même moment. Et donc, voilà, les Cavs ont été incapables de, pour le coup, dissuader cette attaque. Et c'est vrai que ça me permet d'aborder le deuxième point dont je voulais parler, qu'on voit très bien depuis le début de ces playoffs côté Indiana. C'est leur fabuleuse, pour le coup, capacité à annihiler la protection de cercle. On le sait, on l'a dit juste avant, mais aujourd'hui, les équipes NBA, elles sont quand même vraiment concentrées sur une défense assez intensive de la protection de cercle. Et Indiana, qui est une équipe qui cherche avant tout l'attaque, elle a un joueur dans son effectif qui est parfait pour annihiler cette protection de cercle. Ce joueur, vous le savez, c'est Miles Turner. Miles Turner, qui est leur pivot, c'est l'un des meilleurs joueurs de pick and pop de la NBA. C'est peut-être même le meilleur pivot pick and pop de la NBA. Et ils ont réussi à le mobiliser assez largement dans la série contre les Cavs pour justement faire en sorte que Jarrett Allen et Kevin Mobley ne soient pas trop présents dans la raquette. Et ça a été très fonctionnel. Notamment, on le sait, hein, ils ont un schéma de jeu qui fonctionne très très bien. C'est le pick and pop central qui a toujours très bien marché dans leur jeu. En fait, Miles Turner vient poser un pick sur Tyrese Haliburton, il pop dans l'axe. Et en plus, ça sort un peu du schéma traditionnel qu'on peut avoir avec les pivots qui consiste à les mettre dans un corner. Turner, en fait, il est assez rarement dans le corner. Il a plutôt tendance à être en tête de raquette, ce qui permet en plus de conserver le dynamisme des ailiers dans le corner et donc parfois même de finir sur des cuts. Et tout ça, ça vient alimenter la base même de leur jeu. La base même de leur jeu, c'est le drive and kick. Indiana, c'est une pure équipe de drive and kick. Donc elle va beaucoup driver et kicker à 3 points. On s'était dit avant la série contre les Cavs que les Cavs avaient le matos pour leur empêcher de faire du drive and kick. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le premier rideau des Cavs avait énormément de mal à limiter Tyrese Haliburton, voire parfois même Andrew Nembhard et Siakam. Et qu'en plus, Miles Turner était à droit et donc ça a permis de conclure sur une attaque vraiment efficace, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, c'était assez compliqué pour les Cavs de contrer ça. D'autant que ce qu'on a bien vu contre les Cavs, mais là je reviens pas trop dans le détail parce que ça c'est juste une réalité générale de leur jeu, c'est que c'est une équipe qui pour le coup a énormément d'options offensives différentes. Je l'ai dit par les joueurs, mais aussi par le système. Ils aiment beaucoup attaquer tôt, effectivement, les possessions, ça vous le savez, mais ils essayent de ne pas tout faire tourner autour du pick and roll, et c'est vrai que ça apporte beaucoup de danger. Le dernier point que moi j'ai retenu dans cette série d'Indiana, c'est que un peu comme le Thunder, ils ont quand même cette capacité à s'appuyer sur une grosse profondeur, et cette grosse profondeur, elle vient alimenter l'élément le plus important pour eux, c'est leur intensité. C'est une équipe qui joue à 8, 9, parfois même 10 joueurs de rotation en play-off. Et notamment, ils ont une grosse rotation sur les postes extérieurs qui est très solide autour de Nesmith, Nembhard, Mathurin et McConnell. Même si Mathurin, je ne suis pas très fan en défense, mais ça leur apporte une vraie densité défensive et ça vient alimenter pour le coup l'intensité de leur jeu. Et c'est vrai que vous êtes toujours en play-off un peu hésitant entre est-ce que je fais beaucoup jouer mes meilleurs joueurs ou est-ce que je joue plutôt la carte de la profondeur. Et c'est vrai que la plupart des équipes, elles préfèrent donner beaucoup de temps de jeu à leurs meilleurs joueurs. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce roster d'Indiana, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la preview qu'on avait fait avec Paul, on s'était dit que pour le coup, le banc des Cavs devait être meilleur que celui d'Indiana. Et bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. On s'est rendu compte que le banc d'Indiana, qui certes est profond et va chercher loin, et bien en fait, jusqu'à loin dans leur rotation, ils ont des joueurs qui sont capables d'être performants dans les matchs. Et donc, c'est une équipe qui peut vraiment et sincèrement s'appuyer sur sa profondeur. Et ça, c'est à n'en pas douter un point absolument central pour leur jeu, quoi. Donc voilà, si on doit un peu retenir, ce qu'on doit un peu retenir pour moi de cette victoire des Pacers, leur attaque, c'est un espèce de summum offensif. Pour eux, à la fois, ils ont l'efficacité d'Haliburton, ils ont peu de dépendance à lui, donc ça fonctionne très très bien. C'est une équipe qui est incroyable pour annihiler la protection de cercle et dans la match-up, forcément, ça va nous intéresser. Et c'est une équipe qui a montré que non seulement elle est profonde, mais que jusque loin dans son roster,
elle a des joueurs qui sont capables d'impacter des matchs de playoff. Alors maintenant qu'on a parlé de tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie vraiment cœur de la preview, à savoir la match-up. Quels sont les éléments que je vais regarder dans le détail dans cette match-up et qui vont m'intéresser et qui, à mon sens, seront les points tournants de cette série. Le premier point, ça va avec l'attaque d'Indiana, mais je ne sais pas comment les Knicks vont réagir face à cette attaque qui a beaucoup de mouvements. Les Knicks, ils ont construit une défense qui est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre parce que à la fois, il y a 3-4 très très bons défenseurs, voire même 5. En gros, vous avez Anunoby, Josh Hart, Michael Bridges. Allez, je vais compter Miles McBride et Mitchell Robinson qui sont des très bons défenseurs. Mais cette équipe, elle a aussi 2 très mauvais défenseurs. Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Et ce qu'on a pu constater dans la saison, c'est que cette défense, elle marchait pas si bien que ça. D'ailleurs, on l'a vu contre Détroit, pour le coup, qu'elle marchait pas si bien que ça. Notamment Détroit qui proposait une attaque avec pas mal de mouvements, et ils étaient assez en difficulté. Contre Boston, je pense qu'on a un aperçu un peu trompeur de la qualité de cette défense. Parce que depuis le début, cette équipe, elle est construite pour jouer contre Boston. Et donc là, ils ont affronté l'équipe qu'ils voulaient affronter. Et leur défense, qui en fait est assez bonne en homme à homme, en indiv, sur de l'isolation déliée, c'est là où elle est très très forte. Forcément, contre Boston, elle était la parfaite parade à Jason Tatum et à Jaylen Brown. Mais là, les Knicks, ils vont retrouver une attaque qui a énormément de mouvements et qui demande en fait à réfléchir. Et on a 2 éléments, allez presque 3, qui tendent à nous dire que les Knicks vont pas très bien réagir à ça. Le premier, je passe très vite dessus, mais c'est à quel point Indiana le fait bien. C'est bête, mais Indiana le fait infiniment mieux que ce que le font les Pistons, par exemple, ou même que ce que peut faire Boston. Et on l'a vu contre les Cavs. Les Cavs étaient complètement débordés par ça. La deuxième, c'est que, effectivement, on a vu contre les Pistons qu'à partir du moment où Jalen Brunson était impliqué dans des systèmes à 3 points, c'était très compliqué pour lui d'être au niveau. Et donc, ça en faisait un joueur vraiment ciblable. Jalen Brunson est très ciblable dans des systèmes, pour le coup, pour des shooters. Alors, on verra si Indiana les utilise, mais c'est clairement une cible pour eux. Le deuxième élément sur cette attaque en mouvement, je ne sais pas si vous avez vu le match 5 au Boston Garden entre les Knicks et Boston, mais pour le coup, Mazzulla avait vraiment ouvert assez largement son playbook et avait sorti beaucoup d'actions demi-terrain qui a impliqué 1, 2, 3 écrans, 1, 2 coupes. Et là, pour le coup, l'accès au cercle s'ouvrait un peu, parce que Karl Anthony Towns avait du mal à suivre ce qui se passait, et que globalement, les Knicks étant une équipe qui refuse le switch, à partir du moment où vous les impliquez dans 2-3 écrans loin du ballon, comme ils ne veulent pas switcher, ils prennent du retard. Et c'est ce qu'on avait vu dans ce match-là, c'est ce qu'on a vu aussi un peu contre les Pistons. Et pour le coup, il l'avait payé. Contre les Pistons, ils se sont fait quand même un peu peur. Et contre Boston, au match 5, malgré l'absence de Jason Tatum, ils ont perdu le match. Donc, je pense que c'est un point sur lequel Indiana va vraiment devoir insister. Et c'est pour moi un vrai point d'inquiétude côté Knicks. Je ne sais pas trop quelle réponse peuvent avoir les Knicks à ça. De toute façon, ça devrait être une série d'attaques, pour le coup. Autant que côté Ouest, ça devrait être une série de défense. Autant là, ça devrait plutôt être une série d'attaques parce que je ne crois pas que les Knicks soient capables d'emporter cette série par la défense, pour le coup. Le deuxième point que je vais regarder avec pas mal d'attention, c'est que va faire les Knicks pour gérer le drive and kick d'Indiana. Alors, on vous l'a dit, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais Indiana a un jeu de drive and kick qui est au cœur de leur attaque. Et le truc, c'est que les Knicks, ils aiment bien jouer avec Karl Anthony Towns en poste 5. Et pour le coup, Karl Anthony Towns, c'est un très mauvais défenseur de drive and kick. C'est un très mauvais défenseur de cercle de manière générale. Et c'est un très mauvais défenseur de drive and kick. Donc, il risque d'être un peu coincé, les Knicks, face au drive incessant d'Haliburton et de Nembhard notamment, et de Siakam. Et je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir gérer parce que la réponse évidente
ce serait de mettre Mitchell Robinson pour limiter un peu l'attaque de cercle. Le problème, c'est que côté Indiana, on a Miles Turner. Et que Miles Turner, il n'y a pas meilleur joueur que Miles Turner pour faire en sorte que Mitchell Robinson ne soit pas sur le terrain. Pourquoi ? Parce que, en fait, Mitchell Robinson, assez naturellement, vous allez lui demander de rester dans la raquette. De toute façon, sinon, il n'a que peu d'intérêt. Mais s'il n'y a pas vraiment de point faible de spacing côté Indiana, le risque, c'est que vous vous retrouviez à ne pas jouer avec Mitchell Robinson, en fait. Parce qu'il va être trop pénalisé en attaque. Et que du coup, vous préférez jouer avec Karl Anthony Towns en 5 pour jouer le tout pour l'attaque. Mais je pense que c'est vraiment un des points clés de la série. C'est comment les Knicks arrivent à gérer ce drive and kick. Et en fait, la façon dont les Knicks vont tenter de gérer ce drive and kick, logiquement, ça ne devrait pas être avec la protection de cercle. Et non, rappelez-vous, les Knicks, c'est une défense qui a masterisé les stunts. Ça, c'est le cas depuis 2-3 ans maintenant. C'est une équipe qui fait beaucoup de stunts et qui les fait très bien. Un stunt, pour rappel, qu'est-ce que c'est ? Vous faites un drive, généralement, je fais le cas classique, c'est le défenseur à 45 qui fait les 2 pas vers l'axe pour gêner le driver et repartir sur le tireur à 3 points. Pourquoi les Knicks font ça bien ? Déjà parce qu'ils ont toujours cherché à faire ça, qu'en plus ils ont Michael Bridges et OG Anunoby et Josh Hart qui sont des joueurs à la fois rapides et très longs. Donc si vous êtes rapide et très long, vous pouvez vous permettre d'aller faire une aide et de repartir sur le tireur. Et c'est vrai qu'Indiana, pour le coup, ils n'ont pas non plus, même si Haliburton, je vous l'ai dit, il a beaucoup, moi je le trouve impressionnant sur son premier pas, Indiana, c'est pas une équipe qui, pour le coup, a un driver suffisamment implacable pour faire en sorte que le stunt n'ait pas le temps d'arriver. Mais par contre, ils ont, avec leur meneur de jeu principal, un joueur qui a un sens de l'anticipation exceptionnel. Et donc, Indiana va peut-être réussir à battre les stunts par du kick avant même d'arriver dans la raquette à 3 points sur les tireurs extérieurs. Et là va jouer un truc assez important, c'est est-ce que les Naismith, est-ce que les Nembhard, est-ce que aussi les Mathurin vont oser prendre ces shoots-là sur les retours des stunts ? Parce que pour le coup, s'ils ne le prennent pas, les Knicks vont multiplier les stunts et enrayer un peu cette attaque. À l'inverse, s'ils les mettent, les Knicks vont arrêter de faire des stunts et dans ce cas-là, ça va vraiment ouvrir la raquette pour Indiana parce que Karl Anthony Towns n'est pas très performant là-dedans. Et donc, ça, je pense que c'est un deuxième point essentiel. Deuxième point essentiel, donc, c'est est-ce que les stuns des Knicks vont être suffisamment bons et est-ce qu'ils vont réussir à rentrer dans la tête du jeu de passe et du jeu de shoot d'Indiana ? Parce que si jamais ils n'arrivent pas à le faire, ils risquent d'être vraiment pris par, pour le coup, l'efficacité offensive d'Indiana. Troisième point que je vais regarder avec pas mal d'attention, c'est est-ce que New York va pouvoir jouer le jeu des possessions. C'est assez compliqué de jouer le jeu des possessions contre Indiana pour une première raison. Cette première raison, c'est qu'Indiana, c'est l'équipe de la NBA qui court le plus. Et que le problème, quand vous jouez beaucoup le rebond offensif, c'est que si vous jouez contre une équipe qui court beaucoup, vous allez vous faire ouvrir en deux à chaque fois. Et donc, la meilleure façon de défendre le rebond offensif quand vous êtes Indiana, c'est de courir un maximum. Parce que vous allez dissuader l'équipe adverse d'avoir envie d'aller au rebond. C'est assez mathématique. Si vous avez 3 joueurs qui viennent au rebond, vous n'avez plus que 2 pour défendre la contre-attaque. Et à l'inverse, si Indiana a choisi de ne mettre que 2 mecs au rebond et 3 mecs en contre-attaque, il y a un surnombre structurel. Et c'est ce que fait Indiana tout le temps en fait. Et c'est vrai que l'autre partie, c'est que c'est assez tentant contre Indiana de jouer le rebond offensif parce qu'ils se projettent beaucoup, je vous l'ai dit, et qu'ils n'ont pas des très bons rebondeurs. Miles Turner et Siakam sont plutôt des mauvais rebondeurs, et donc c'est assez tentant contre eux d'aller jouer le rebond offensif. Et c'est là où il va y avoir un vrai duel entre les deux équipes, et on va voir qui arrive à imposer sa marque sur le match. Je pense que si Miles Turner et Pascal Siakam, ou le deuxième mec qui vient en rebond côté Indiana, arrive à surperformer un peu le rebond, et pour le coup, Indiana va complètement bloquer la bataille des possessions côté New York et je pense va prendre un ascendant assez net. A l'inverse, si les Knicks arrivent à imposer les rebonds offensifs, Indiana va beaucoup moins courir. Et si Indiana court beaucoup moins, c'est quand même tout un pan de leur jeu où ils sont extrêmement efficaces qui s'enlève. Et donc c'est très intéressant pour les Knicks. Alors,
Le joueur qui doit pouvoir permettre de faire ça côté Knicks, c'est Mitchell Robinson. Sauf que Mitchell Robinson, le problème, c'est que si Miles, je vous l'ai dit de l'autre côté, si Miles Turner met ses tirs, si les grands d'Indiana mettent leurs tirs, Mitchell Robinson, il risque d'avoir un peu de mal à aller sur le terrain. Donc vous avez un espèce de circuit, je pense que vous avez compris. C'est vraiment un jeu de domino. Hein. En gros, si les intérieurs d'Indiana ne mettent pas leurs tirs, vous risquez d'avoir un truc où vous voyez plus de Mitchell Robinson. Si vous voyez plus de Mitchell Robinson, vous verrez plus de rebonds offensifs. Si vous voyez plus de rebonds offensifs, vous verrez moins de contre-attaques. Et vous avez un espèce de cercle vicieux pour Indiana qui fait que leur jeu ne s'alimente pas du tout. C'est tout l'intérêt des oppositions de style. Hein. C'est qu'on est souvent sur des cercles vicieux ou des cercles vertueux. C'est pour ça que d'ailleurs souvent les oppositions de style donnent des séries plus courtes. Là où quand il y a des styles différents, ça a tendance à durer un peu plus longtemps. Pour le coup. Mais donc je vais être curieux de voir qui remporte un peu là ce duel de est-ce que j'arrive à imposer le jeu des possessions, la bataille des possessions ou pas. 4e point que je vais regarder, je vous l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est comment Indiana va cibler Towns et Brunson. Et notamment Jalen Brunson. Moi je suis curieux de voir si Indiana est capable d'imposer aux Knicks de faire du switch. Parce que pour l'instant, les Knicks ont tenu leur ligne de faire peu de switch pour préserver Jalen Brunson et lui permettre d'attaquer un maximum. Pour autant, dans l'attaque en mouvement qu'ils ont affrontée de Détroit, je pense qu'elle était quand même très très loin du niveau de talent de celle d'Indiana. Et donc, étant loin du niveau de talent de celle d'Indiana, je pense que Thibodeau s'est dit, c'est pas grave, on accepte quelques paniers. Notre but, c'est quand même de préserver Jalen Brunson. Et donc, on va éviter le switch. On l'a vu déjà contre Boston, mais contre Boston, il a accepté de faire un peu plus de switch. Le vrai problème qu'a eu Boston dans cette série, c'est qu'ils n'ont pas mis leur tir. Pour le coup. Mais il y avait une vraie opportunité de fatiguer Jalen Brunson en l'attaquant. Jalen Brunson, d'ailleurs, dans les fins de match, a plutôt été bon en défense, ce qui était assez étonnant, notamment contre Jason Tatum. Mais je suis curieux de voir si Indiana arrive à forcer le switch de Jalen Brunson, parce que si c'est le cas, entre la vitesse du jeu d'Indiana, le fait qu'il y ait beaucoup de switch, et ben peut-être que cette équipe, elle est capable de fatiguer Jalen Brunson. Ce qui est le truc très très compliqué à faire contre lui, mais elle est peut-être capable de le fatiguer, et je pense que si elle arrive à le fatiguer, à le cibler, là pour le coup, l'attaque des Knicks peut un peu s'enrayer, et ça peut partir côté Indiana de façon un peu nette en fait. Pour le coup. Et je suis curieux de voir ça. Je vois pas trop comment Thibodeau va réussir à éviter en fait le switch. Et je pense que Jalen Brunson va avoir à beaucoup défendre. Et c'est là où on va retrouver ce que je vous ai présenté en début de podcast. Hein, je fais pas tout ça pour rien, mais c'est là où je pense que Thibodeau, c'est la série probablement des 3 qu'il a eu depuis le début des playoffs. Il va être le plus amené à mobiliser Anunoby, Bridges, Towns sur l'attaque de mi-terrain parce que Brunson risque d'être énormément mobilisé en défense. Et donc, il sera nécessaire pour eux de trouver des options offensives qui permettent de reposer un peu Brunson dans un contexte où les attaques vont bien fonctionner. Et on va voir si ça sera le cas, si ça va bien fonctionner, pour le coup. Dernier point que je vais regarder avec attention, c'est un peu le prolongement de ça. Mais c'est à quel point Karl Anthony Towns arrive à être à l'aise dans cette série, offensivement. Towns risque d'être un poids mort en défense, qui risque de coûter cher aux Knicks. Il faut absolument qu'il arrive à le compenser en étant très bon en attaque. Dans une série où il a tout pour que ça se passe bien. Et où les Knicks vont avoir besoin que ça se passe bien, parce que je vous l'ai dit, je pense que c'est une série où ça va beaucoup scorer. Towns a tout pour que ça se passe bien, parce qu'il a l'avantage de puissance sur Siakam. Il n'a pas le face-up sur Siakam, mais il a vraiment l'avantage de puissance s'il doit jouer poste 4. Et sur Miles Turner, en vrai, il a un peu l'avantage de tout. Parce que Turner n'est pas hyper à l'aise sur la mobilité, donc il risque de souffrir un peu sur Towns. En fait, Turner, il est mobile, mais dès qu'il est face à des intérieurs qui bougent beaucoup, qui ont un bon dribble, il fait vite beaucoup de fautes, pour le coup. Et je pense que Indiana a vraiment un intérêt à ce que... Enfin, les Knicks ont vraiment un intérêt à ce que Indiana ait peu Turner. Je reviens pas dans le détail, mais pour le spacing, tout ça. Et sur les remplaçants d'Indiana, normalement, ils devraient être à l'aise, quoi. Moi, je serais pas surpris que Mitchell Robinson joue peu.
ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je pense quand même que ce jeu-là un peu devrait tourner à l'avantage d'Indiana. Et auquel cas, Towns va être assez important. Il faut vraiment qu'il réussisse une bonne série offensive. Et je pense que sa série offensive, on a beaucoup reproché aux Knicks depuis le début des playoffs de faire peu de pick and pop. Je pense que c'est une série où Towns sera beaucoup sur de l'isolation. Pour le coup, il sera beaucoup sur de l'isolation parce que le but, ça va être de faire monter les fautes des intérieurs d'Indiana et que le meilleur moyen d'y arriver, c'est de laisser Towns œuvrer en isolation. Donc 5 points que je vais regarder avec attention. Comment les Knicks réagissent face à une attaque qui a beaucoup de mouvements. Comment les Knicks arrivent à gérer le drive and kick d'Indiana et est-ce que leur jeu de stunt est fonctionnel et permet de bloquer un peu l'attaque de mi-terrain d'Indiana. Qui va gagner le jeu entre contre-attaque et jeu des possessions? Je crois un peu plus en Indiana, mais on verra. Comment Indiana va cibler Towns et Brunson et est-ce que Towns va réussir à faire l'attaque, une vraie bonne série offensive où il arrive à générer beaucoup de fautes pour peut-être avoir la bascule et faire en sorte que Miles Turner soit finalement peu sur le terrain. Alors, maintenant, on va arriver à la partie prono. Et vous connaissez la règle. L'idée, c'est de se dire, si une équipe gagne, pourquoi elle gagne? Alors, commençons avec les Knicks, qui pour moi ne sont pas favoris dans cette série. Mais ils ont clairement leur chance. On est quand même sur une série qui va être assez équilibrée. Je pense que si les Knicks gagnent, les Knicks gagneront parce qu'ils ont réussi à aller chercher beaucoup de fautes, à provoquer beaucoup de fautes, et que s'ils provoquent beaucoup de fautes, ça devrait casser le rythme d'Indiana et casser un peu la rotation intérieure des Pacers. Et pour le coup, la rotation intérieure des Pacers, en réalité, elle n'est pas si profonde que ça. Elle n'est pas si profonde que ça parce que si Miles Turner a des problèmes de fautes, c'est Thomas Bryant qui a du temps de jeu. Vous allez avoir un peu de hobby-topping avec Siakam parce qu'il joue petit, mais c'est compliqué de jouer petit contre Towns. Et donc, je pense que Turner est un vrai joueur tournant en fait dans cette série. Parce qu'Indiana, s'il y a bien un poste sur lequel ils peuvent manquer de profondeur, c'est le poste 5. Et que là, ils vont rencontrer un intérieur offensif qui peut être très impactant si tu joues avec des 4 en poste 5. Et donc, je pense que le jeu de New York va beaucoup passer par ça. Et s'ils arrivent à faire ça, je les vois bien l'emporter. À l'inverse, je pense qu'Indiana l'emportera si ils sont dans le prolongement de ce qu'ils ont fait contre les Cavs, à savoir qu'ils sont à droit à 3 points. Alors ça paraît bête de dire à droit à 3 points, mais en fait je pense que s'ils sont à droit à 3 points, Mitchell Robinson aura peu de temps de jeu parce que sa dissuasion au cercle sera finalement pas si utile que ça. Et donc New York ne pourra pas jouer le jeu des possessions. Et que si New York ne peut pas jouer le jeu des possessions, j'ai un peu de mal à croire qu'il soit en capacité de matcher l'efficacité offensive d'Indiana. Je vous l'ai dit au début, mais vous avez donc une équipe qui joue le jeu des possessions et une équipe qui joue le jeu de l'efficacité. Si Indiana arrive à faire rentrer cette série-là dans le jeu de l'efficacité, alors je vois plutôt Indiana s'en sortir avec succès. Moi, j'aimerais que les Knicks gagnent. J'aimerais clairement que les Knicks gagnent cette série. J'ai super envie de voir les Knicks en finale NBA. Mais pour mon prono, je vais annoncer Indiana. Je pense qu'Indiana va remporter cette série. Et je vois bien Indiana remporter cette série 4-2 qui démarrera à New York. Donc je les vois bien prendre un des 2 matchs à New York, prendre les 2 matchs à domicile et conclure chez eux dans le match 6. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis pour le coup. Je suis super intéressé de voir quels sont les points clés que vous avez envie de regarder dans la match-up. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéressera de les lire et d'échanger avec vous là-dessus. Tout ça va bientôt démarrer. Normalement, quand je vais vous publier le podcast, il aura même déjà démarré. Enfin, pas ce match-là, mais les finales de conférence auront démarré avec le match 1 entre Minnesota et OKC. J'ai vraiment hâte parce qu'on est sur 2 séries qui sont parties pour être hyper cool. Et je suis curieux de voir tout ça. Et évidemment, on vous fera des podcasts pour qu'on débriefe l'avancée de ces séries-là dans ces playoffs qui sont absolument géniaux. Donc voilà, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!